Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Daniel Pénac. Bonjour, bonjour. Merci infiniment Daniel d'être avec nous à Alençon aujourd'hui. C'est une première à Alençon, je crois, Oui. hein, c'est ça en plus. Oui, Donc, oui, sous le soleil. je découvre Alençon. Voilà, sous le soleil comme d'habitude. La ville où il ne pleut jamais, comme tu peux le voir. Et de deux, c'est bon ? Alors, on est vraiment très très heureux avec tous les organisateurs du festival Livre et Davantage, avec la librairie Le Passage, qui est le partenaire du festival, de t'accueillir aujourd'hui pour prendre le temps de se promener un petit peu avec toi dans ton œuvre, donc non pas pour parler d'un livre en particulier, mais pour parler de plusieurs de tes textes en remontant... on verra tout à l'heure jusqu'où on remonte. Vous l'entendez, en remontant... En remontant la côte. Non, j'allais dire... C'est agréable. En remontant au moins jusqu'à l'école, et on va sauter de livre en livre, mais je m'étais dit qu'on allait commencer peut-être par un des livres qui a marqué probablement de nombreux lecteurs et de nombreuses lectrices qui sont dans cette salle, qui s'appelle « Chagrin d'école », qui n'est pas un livre sur l'école, mais sur le... Est-ce que vous avez révisé vos fiches? Est-ce que vous avez en tête? Chagrin d'école, sur le cancre. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, peut-être pour commencer par là, de ce livre et de ce sujet que tu as choisi de traiter dans Chagrin d'école? Oui, ben, comme tous les livres... tous les livres... enfin, je n'en ai fait... J'ai tous. Je n'ai écrit que 2 bouquins sur l'école qui sont comme un roman et Chagrin d'école. Et l'un et l'autre viennent de ce que j'ai été à la fois élève, très mauvais élève, et c'est dit sans aucune forfanterie, c'est-à-dire qu'un mauvais élève, c'est malheureux. Donc, on ne peut pas se vanter d'avoir été mauvais élève, et j'ai été aussi professeur. Et qu'en tant que professeur, je me suis attaché à ne pas faire avec... J'étais professeur en plus de ça, enfin, auprès d'élèves en grande difficulté scolaire. Ça, sur l'ensemble des 27 ans où j'ai enseigné. Et j'étais donc professeur avec des élèves en grande difficulté avec lesquels je m'attachais à ne jamais faire ce qu'on avait fait avec moi, en réalité. Alors évidemment, la liste de ce qu'il ne faut pas faire est infinie, mais elle n'est pas si normable que ça, parce que c'est une affaire de comportement. Pour te donner une idée de ce que j'estime être ce qui pêche dans l'éducation nationale française, qui n'est pas la plus réputée du monde. C'est intéressant parce que du point de vue de ce que pense l'étranger de nous, nous avons 2 domaines dans lesquels nos notes sont très très basses, c'est l'école et la prison. C'est-à-dire 2 lieux en fait d'incarcération. Et quand on essaie s'il fallait trouver une image, une seule, pour se dire, voyons, qu'est-ce qui cloche? J'ai assisté au Grenelle de l'éducation. Les Grenelles de l'éducation, c'était un grand raout mis en place par le ministre de l'Éducation nationale pour réfléchir sur la santé de l'école. Et le ministre m'a téléphoné pour me demander si je voulais participer au Grenelle de l'éducation, je veux dire prendre la direction théorique d'une commission. J'ai dit oui, j'ai mis une condition, j'ai dit oui, monsieur le ministre, mais alors, pardonnez-moi, mais ce sera donnant-donnant. Je voudrais, si vous pouviez me faire en sorte que... enfin bref, je lui ai demandé la création d'une école dans un quartier très pauvre de Marseille.
Et il m'a gentiment dit, oui, oui, d'accord, ok, ben oui, oui, il y a des interdictions, mais je les lèverai, etc. Et donc je suis allé au Grenelle de l'éducation, diriger honorifiquement une commission qui était une commission de gestion, donc je n'y ai pas compris grand-chose, mais ça m'a fait fréquenter pendant un mois l'ensemble des niveaux d'autorité qui avaient à gérer ce paquebot fantastique. Il y a 1 200 000 profs, 12 millions d'élèves, je ne sais combien de millions de parents d'élèves, sans compter les grands-parents, bref, la France entière. Eh bien, pendant un mois, ça vous allez voir le cœur de la maladie. Pendant un mois, je n'ai pas entendu prononcer, c'est pas une image, hein, je n'ai pas entendu prononcer une seule fois le mot enfant, ni une seule fois le mot adolescent. Et tout est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants dont nous nous occupons, ou les adolescents dont nous nous occupons, ne sont que des projets sociaux, c'est foutu. C'est foutu d'avance, pour un bon pourcentage d'entre eux. Ça marchera très bien pour un petit pourcentage, et pour le reste, ce sera foutu. Voilà. D'où la naissance de Chagrin d'école. Oui, il y a un aspect désincarné du coup, et tu te bats dans le livre aussi en t'adressant aux professeurs qui te lisent, en disant qu'il faut justement incarner et non pas désincarner, en imaginant un élève qui serait... Oui, en gros, il y a d'autres choses aussi relativement simples à dire pour le départ. C'est que notre école est essentiellement évaluative. Prenons des enfants devant nous qui sont là en tant que potentiel résultat, potentiel voyant. Qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils savent? Et qu'est-ce qu'il sait après ce que je lui ai dit hier? Qu'en a-t-il retenu, etc. Donc, notre école est essentiellement évaluative, et cette évaluation écrème positivement un certain pourcentage d'élèves qui, en effet, la mémoire aidant, l'attention aidant, etc., ont retenu des données fondamentalement. Mais les autres, la question, moi donc je faisais partie des autres, et mes élèves faisaient partie des autres. Alors comment faire apprendre aux autres ce qu'apparemment ne retiennent... Striptease de Daniel Pénac à Alençon. Ce qu'apparemment ne retiennent que quelques-uns. C'est très simple, c'est en les faisant créer. Voilà. Un gosse est avant tout, un enfant est avant tout créatif. Et un adolescent est avant tout créatif. Et qu'est-ce que tu leur demandais de créer en tant que prof à tes élèves? Quand je dis créer, c'est produire. Pas, bon, là, par exemple, je viens... C'est intéressant parce que c'est un hasard. Je viens de C'est un rescapé qui vous parle. À cause de lui, je devrais être dans mon lit, en train de mourir paisiblement. Sa femme me déteste parce qu'elle ne voulait pas qu'il vienne et qu'il reste se soigner. Tu auras ma mort sur la conscience. Le prochain dîner risque d'en être un peu... Non, par exemple, là, je suis en train de sortir un petit livre qui s'intitule « Le roman des regards », qui est un livre sur un photographe, travail très intéressant. Ce type, j'ai surpris ce type dans un musée en train de photographier des gens qui regardent des toiles. Alors ça m'a paru bizarre, un particulier qui photographie, et je l'ai suivi. Et je l'ai compris, il a continué à faire ça, j'ai compris en dehors du musée.
Il m'a amené dans un autre musée où il faisait la même chose. Mais tu trouves ça un dangereux cinglé, continuons. Et en réalité, il faisait une œuvre en particulier. Et il a fait une œuvre en photographiant des gens qui regardent. Une œuvre sur le regard, en fait. Et ça m'a rappelé que mes tout petits élèves, dès le début de notre rencontre scolaire, c'est-à-dire en 1969, 69, je leur apportais des fascicules de peinture, parce qu'il y avait un éditeur qui avait fait faillite, et alors il bradait des fascicules. Je leur apportais des brouettes, des fascicules, et on regardait les toiles ensemble. Alors un des jeux, ça consistait à regarder, par exemple, projeter un tableau fixement. Ça pouvait être un tableau surréaliste, comme l'Empire des Lumières de Magritte, ou ça pouvait être un grand tableau bleu de Miro, etc. Et les gosses devaient faire des listes de mots automatiques. Et au début, évidemment, les listes de mots automatiques, au bout d'une dizaine de mots, ça s'arrêtait. D'autant plus qu'ils n'avaient jamais vu de peinture. Et alors, je me penchais devant, je disais, Rémi, à quoi tu penses? Ben, à rien, monsieur. Marc, rien. Et continue. Et petit à petit, en faisant ça tous les jours, il y en avait qui rentraient chez eux et qui continuaient la liste et qui arrivaient le lendemain avec 10 pages de mots automatiques. Et un gosse me dit, et un d'eux, me dit, puis vous savez, il y a un jeu marrant, parce que c'est qu'à partir de la liste qu'on a fait, vous cachez le tableau, vous nous prenez le tableau, vous nous interdisez de le regarder, on peut le refaire. Et alors ça commence comme ça. Bref, ça commence comme ça. Ou alors on avait un sujet qui nous faisait beaucoup rigoler, qui était vous êtes votre toile préférée, racontez ce que les gens disent de vous, en passant devant les gens qui s'arrêtent devant vous. Et à partir de là, tout devenait création. C'est-à-dire que on a travaillé pendant un trimestre avec des enfants qui n'avaient aucune catégorie esthétique. Ils étaient petits, hein, les sixièmes, c'est encore petit. Ils n'ont aucune catégorie esthétique, aucune catégorie critique, mais ils découvraient petit à petit qu'ils pouvaient être critiques, qu'ils pouvaient avoir du goût, qu'ils pouvaient comprendre ce qu'était un stéréotype par rapport à une création. Et ça valait aussi pour le roman. À l'époque, il y avait une collection qui était merveilleusement idiote. Il s'appelait la collection Harlequin. Et alors, dans la collection Harlequin, c'était toujours l'histoire d'un toubib formidable qui tombait éperdument amoureux d'une infirmière méritante. Et dans les années 60, ça se passait dans la haute bourgeoisie du 16e. Dans les années 80, ça se passait outre-mer. Dans les années 2000, etc., etc. Et alors, les codes changeaient avec le temps. Et je faisais... Mais alors, tu avais des gamines qui disaient « Ah, monsieur, vous avez lu ça, c'est vachement bien. » Et elles te filent une collection Harlequin. Et toi, tu sais très bien que c'est de la tarte totale. Et tu dis « Oh, merci », tu prends et tu fais semblant de le lire. Tu le lis d'ailleurs. Et je les ai envoyés au bac, parce que je leur disais « Vous savez, vous avez vu ». C'est toujours plus ou moins l'histoire d'un médecin magnifique, avec une infirmière vachement bien, et tout ça dans un milieu très chrétien et très bien. On ne s'embrasse qu'à la page 65, on ne fait l'amour qu'après le mariage, c'est-à-dire après la dernière page, parce qu'on se marie à la dernière page. Et alors, je leur explique ce que sont les stéréotypes. Bon, par exemple, voilà un stéréotype de situation. Parce que chaque livre raconte à peu près la même évolution narrative, ça s'appelle un stéréotype, vous voyez. Ils l'ont fait 10 fois et ils ne s'en lassent pas.
Et vous, d'ailleurs, vous ne vous en lassez pas. Moi non plus, je ne m'en lasse pas. Et pourtant, il y a des œuvres qui racontent la même chose et qui ne sont pas des stéréotypes. Par exemple, je connais un roman que je vais vous faire lire, on va en lire des passages, où il y a un médecin formidable, très bien, qui s'appelle Yuri, qui tombe amoureux d'une infirmière irréprochable qui s'appelle Lara, et tous les deux vont tomber amoureux, mais dans une mauvaise période, qui est la période de la révolution russe, soviétique, et là ils vont en baver à mort, et je leur raconte le docteur Givago, et c'est vrai que le docteur Givago, c'est la même structure qu'une collection Harlequin, sauf qu'il y a une œuvre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a là une œuvre et pas dans tel ou tel volume de la collection? Enfin, quand ils découvrent ça, ils sont émerveillés. Voilà. Là, ils sont émerveillés parce que, en le découvrant, ils ont la sensation de créer. Ils découvrent ce que c'est que la création. Et là, je ne les interroge pas sur leur savoir. Je ne cherche pas à savoir ce qu'ils savent. Je les interroge sur les facultés de leur instinct. Et de leurs instincts de créateurs. C'est donc ça que, voilà, pour répondre à ta question. Donc, bref, l'école est trop évaluative et ne mise pas assez sur le potentiel créatif des enfants et des adolescents. Alors pourquoi ? Parce que pour l'école n'existe ni enfants ni adolescents. Il n'existe que des citoyens potentiels. Et j'allais dire, on le traîne aussi toute sa vie. Quelque chose qui m'a marqué, moi, dans Chagrin d'école, c'est quand tu évoques ta mère, à ce moment est presque centenaire, et tu dis que même devenu enseignant, même devenu écrivain, elle a gardé un truc... Oui, ça c'est parce que le regard des mères, quand elles ont peur, quand tu as un crétin de mon acabit qui met 1 an à apprendre la lettre A, c'était la légende de la famille, j'étais 6 ans que j'avais mis 1 an à apprendre la lettre A, qui est le dernier de la classe systématiquement, on débouche une bouteille quand il est avant-dernier, et qui ne deviendra rien. Donc, tu essaies de te mettre dans la tête la cohabitation avec un enfant dont tu es persuadé qu'il ne deviendra rien. Pourquoi ne deviendra-t-il rien ? Parce qu'il ne fait rien. Parce que son présent ne produit rien. Il est comme quoi... Et les mères peuvent se tromper parce que un jour, la mère de Churchill a vu un bulletin de son fils. Il était l'équivalent aujourd'hui du CP. Et l'institutrice de Churchill avait écrit cet élève est l'enfant le plus méchant du monde. C'est tout ce qu'avait Mais la prof était absolument catégorique. Et sur mes bulletins, il y avait des affirmations catégoriques. Bon à rien, ne fera rien, etc. Et la mère croit ça. Et non seulement elle croit ça, mais elle n'envisage le futur que, si elle est un peu sensible et influençable, elle n'envisage le futur que comme un présent aggravé. Elle se dit, c'est pas possible, j'ai fait un assassin, il va finir en tôle. Enfin, elle a peur. Et quand j'ai été connu, un jour, Arte fait sur moi une émission hagiographique. Pénac, alors on voyait Pénac, avec ses traducteurs italiens, japonais, allemands, Pénac, dans le Vercors, dissertant sur Dostoïevski, Pénac. Ça aurait pu être un portrait de Barthes dans Mythologie, tu vois, c'était Pénac. Et ma mère regardait ça avec mon frère, assis à côté d'elle, et le soleil, et mon frère m'a raconté, le soleil se couchait. Et ma mère avait un visage
très... elle était comme ça. Je vous fais le visage maternel ordinaire. Elle regardait le truc. Ça. Et puis tout finit, donc Pénac, Pénac, par là. Fin d'émission, elle se retourne vers mon frère et elle lui dit « Tu crois qu'il s'en sortira un jour ?» La conviction de la nullité du fils, jusqu'au bout du bout, elle avait presque 100 ans, jusqu'au bout du bout. Et mon frère, évidemment, était mort de rire, ce salopard. Oui, il s'en est pas si mal sorti, Pénac, heureusement pour nous et pour lui. Ça n'a pas très bien commencé aussi pour l'édition du premier livre, si je ne m'abuse, qui s'appelait « Sans savoir où j'allais ». Refusé, je crois. 17 fois, 17 je crois. fois par les maisons d'édition. Oui, alors ça, je vous dis, ceux qui, je ne vous demanderai pas de lever la main, ceux qui parmi vous sont tentés d'écrire, ne vous préoccupez pas du nombre des refus. Vous vous en foutez. Vous avez écrit votre livre, envoyez-le au plus grand nombre d'éditeurs possible, surtout qu'aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton. Vous l'envoyez sans choisir au plus grand nombre d'éditeurs possible. Vous écoutez ce qu'ils vous répondent. Si vous refusez le bouquin, alors je peux vous dire déjà pourquoi ils vous le refuseront. On n'entre pas dans nos collections admirables, mais surtout prometteurs, etc., etc. Vous vous en foutez. Faites attention à celui qui vous le refusera avec des arguments critiques auxquels vous croirez. C'est celui-là qu'il faut aller. C'est celui-là qu'il faut contacter. Celui-là vous a vraiment lu. Et il vous a vraiment compris. Et parmi ceux qui m'avaient refusé, sans savoir où j'allais, 17 fois, il y avait un gars qui s'appelait Claude Durand, qui est mort aujourd'hui, qui... Vous allez voir le genre de type que c'est, qui était le traducteur. Il était éditeur et par ailleurs, il était traducteur de 100 ans de solitude. Et la traduction de 100 ans de solitude, c'est une des plus belles traductions de la langue espagnole. Je vous dis le début. Bien des années après, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se souvenir de cet après-midi de son enfance où son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo n'était alors qu'un petit village dont les maisons de pisé s'étiraient le long d'une rivière aux eaux diaphanes qui roulait des pierres blanches comme des œufs préhistoriques. Bon, le gars a écrit ça, il a traduit Marquez comme ça. Et le même vous dit votre bouquin est mauvais pour telle et telle raison. Écriture en figurique, personnages stéréotypés, etc., etc. Mais je sens que vous me donnerez votre prochain livre. Donc, voilà. Il ne sauvait rien du livre qu'il refusait, mais je lui ai donné le suivant et il a été édité. Est-ce que c'était celui sur le service militaire ? Oui. C'est ça. Oui, oui. Le service militaire au service de qui ? Oui, le service militaire au service de qui ? À l'origine, je l'avais intitulé « Tu seras un fils, mon homme ». C'était ironique. Mais c'était déjà, le Seuil était une maison sérieuse. Alors, ils ont traduit ça, le service militaire au service de qui ? Bien. Donc là, on est en 73, je crois. Donc, c'est un essai, en l'occurrence, sur l'élite de l'armée française. Suivent aussi 2 livres qui sont écrits à 4 mains avec Tudor Eliade, Les enfants d'Yalta et Père Noël, qui sont des... Qu'est-ce qu'on pourrait dire des C'était des romans burlesques. Du burlesque. Ils étaient historico-politico-burlesques. Pour résumer le deuxième, qui s'appelait Père Noël, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique étaient en crise. Ils l'étaient d'ailleurs à l'époque, avec une perte de foi d'un côté dans le communisme, de l'autre côté sur les valeurs américaines.
Et chacun des deux gouvernements se dit qu'il faut absolument trouver un symbole qui rassemble la population. Et il décide de donner à croire que le Père Noël a existé en chair et en os, et que le Père Noël est soviétique chez les soviétiques, et que le Père Noël est américain chez les Américains. Et ils envoient deux historiens, une historienne américaine qui s'appelle Sally Snow, à la recherche des origines du Père Noël, et un soviétique qui s'appelle Kamin Padarok, ce qui en russe d'ailleurs veut dire cheminée et cadeau, Kamin Padarok. Et les deux tombent amoureux, bref. Et le tout est suivi par un météorologue français qui est absolument atterré. Le mec, c'est un scientifique, il étudie la fonte des neiges, il est tout seul en haut du Mont Blanc, et il constate que la population française entière est incroyablement excitée par cette recherche du Père Noël qui serait français d'origine. Ça lui paraît tellement... le gars est absolument catastrophé, comme on peut être catastrophé aujourd'hui, quand certains présidents des États-Unis veulent absolument le prix de la paix. Sans nommer personne. Absolument. Et le gars donc décrit ça à la première, et puis il s'aperçoit que le Père Noël c'est lui, qu'en réalité tout converge vers lui. Voilà. On écrivait des sottises comme ça. Qu'est-ce que tu en penses quand tu les relis, ou si tu les relis, ou si tu y repenses aujourd'hui à ces deux livres écrits avec... Mais ils étaient mauvais parce qu'ils étaient trop burlesques. Il n'y avait aucune espèce d'identification possible, ni à Kamin Padarok, côté russe, ni à Sally Snow. C'était burlesque, quoi. Donc les personnages n'avaient pas de densité humaine. La première chose que j'ai faite dans les Malocènes, c'était Non, mais là, en fait, on pourrait... Un personnage doit être quelqu'un. Il ne doit pas être... Si un personnage se résume à sa fonction dans le livre, dans le roman qu'il utilise, il n'est personne, et il n'est pas même un personnage. S'il n'est qu'une fonction, et si sa fonction c'est de faire rigoler, ce qui était le cas là, bon, mais ils font rigoler pendant 10 pages, 15 pages, 20 pages, puis on en a marre. Parce qu'il n'existe pas. Il manquait de... Je le regrette parce que, évidemment, nous, on trouvait des sujets comme ça, on était morts de rire. Mais il ne s'agit pas que l'auteur soit mort de rire. Il faut que le lecteur le soit. Ça n'a pas fait rire grand monde. Ça donne envie pourtant en écoutant. Et on va parler des Malocènes, bien sûr, de la saga des Malocènes, qu'on aime pour beaucoup d'entre nous tant, qui fête ses 40 ans cette année, en 2025, puisque le premier volet de cette saga s'appelait Au bonheur des ogres, s'appelle toujours d'ailleurs Au bonheur des ogres, et il était publié en 85. Donc pour celles et ceux qui auraient la chance de ne pas encore l'avoir lu et de pouvoir le découvrir, on suit de livre en livre l'histoire d'une famille. Ça se passe à Belleville, où Benjamin Malocène vit avec ses 6 frères et sœurs, avec le chien Julius qui pue au possible, qui va devenir père ensuite en rencontrant la belle Julie, et qui va donner naissance à un petit monsieur Malocène. Et donc de livre en livre, on rigole, il y a cet humour, il y a cette langue merveilleuse, il y a ce côté baroque, et il y a les contraintes aussi souvent du polar en quelque sorte. Est-ce que c'est quelque chose qui a permis justement de les penser comme des polars, d'éviter ce que tu décrivais dans les 2 textes précédents, d'une forme de fantaisie qui partirait dans tous les sens? Est-ce que ça a aidé de se dire je vais partir sur le roman de genre, le polar, et ça va me permettre d'avoir des personnes justement qui existent? Oui, parce que Benjamin, c'était... contrairement à tout ce que j'ai... Benjamin, à l'origine, c'était un concept. Et c'était un concept philosophique. C'était après une lecture de René Girard. Je connaissais René Girard et je tombe sur son bouc émissaire. Et bon, la théorie de René Girard, c'est que tout groupe humain se constitue par rejet absolu ou relatif de l'un de ses membres, qui est chargé
de tous les défauts du groupe. Défauts souvent, bien entendu, fantasmés. Et la théorie de René Girard, c'est que les sociétés humaines se constituent comme ça. Ça vaut pour les petits groupes familiaux, comme pour les sociétés, une classe, et ça vaut pour le christianisme lui-même, qui est né du principe même de la bouc émissarisation du Christ sanctifié après son sacrifice. Et il suffit d'avoir été professeur 5 minutes pour comprendre que dans une classe, une des premières manifestations collectives à fonctionner, c'est la bouc émissarisation. Tu vois immédiatement des gosses se rassembler les uns et les autres dans le rejet de l'un des leurs. Et évidemment, quand tu es adulte, puisque je rappelle que l'enseignement, c'est une affaire de rapport entre adultes et enfants et adolescents, c'est la première des choses à laquelle il faut que tu fasses attention, que la bouc émissarisation ne s'installe pas dans la classe. Et là aussi, d'ailleurs, comme partout ailleurs, pour que la bouc émissarisation ne s'installe pas dans la classe, il faut une pédagogie extrêmement active où tous les enfants et les adolescents soient investis dans le même projet. Si tu pratiques une pédagogie essentiellement évaluatrice, tu vas forcément aboutir au connard de service, au crétin. Alors, le crétin fera rire quelques fortes têtes, ou le crétin fera ricaner d'autres crétins un peu qui réussissent un peu, etc. Dès qu'on est dans l'ordre de l'évaluation, on est dans l'ordre du jugement. Et dès qu'on est dans l'ordre du jugement, on est dans l'ordre du martyr. Pas difficile, ça, c'est... Là où, dès qu'on est dans la création, l'action collective, dès qu'on rassemble tous les enfants d'une classe, tous les adolescents d'une classe dans un projet commun, on évite la bouc émissarisation très facilement. Or, c'est simple d'associer tous les enfants d'une classe à un projet commun. Prenez par exemple une pièce de théâtre. Imaginez que tous les lycées, tous les collèges aient pour mission de produire une pièce de théâtre à la fin de l'année, visible par les gens de la région, peut-être même faire un concours ensuite national, puisque les Français adorent les concours nationaux. Une pièce dans une classe, ça rassemble d'abord les enfants qui vont lire le texte pour faire cette pièce, c'est-à-dire tous les enfants par définition. Les enfants ou les adolescents qui vont y jouer un rôle. Les enfants et les adolescents qui vont participer avec le professeur à la mise en scène. Ceux qui vont faire les costumes. Ceux qui vont faire l'électricité. Ceux qui vont faire la sono. Ceux qui vont faire la publicité du spectacle. Ceux qui vont récupérer les sous pour pouvoir faire le spectacle, etc. Bref, tout le monde est impliqué. Et si ces rôles sont des rôles tournants, c'est-à-dire s'il n'est pas dit que c'est Rémi qui jouera Célimène, mais Rémi est un tel ou un tel ou un tel, etc. Là, dans ce genre de classe, pas de bouc émissarisation possible. Or, quand j'ai commencé les Malocènes, j'étais déjà professeur depuis très longtemps, et j'avais toujours réfléchi activement. Et l'idée de faire un personnage qui soit un bouc émissaire professionnel, c'est-à-dire qu'il soit salarié pour se faire engueuler à la place des autres, est née dans le même temps que j'ai lu René Girard, et j'ai écrit à René Girard en lui disant, écoutez, votre idée me paraît absolument fondatrice, mais j'aimerais la populariser en racontant l'histoire d'un type qui serait bouc émissaire professionnel. Et René Girard, qui était un homme ouvert, s'est marré,
m'a dit, bien sûr, on a déjeuné ensemble. Oui, oui, faites. Donc, cette œuvre que tu as l'air de traiter par-dessus la jambe est née d'un concept philosophique. Je suis très heureux de l'apprendre. Et donc, sur les Malocènes, je regarde parce que je surveille la montre en même temps, mais il y a le terminus Malocène, du coup, qui est le dernier de la saga. C'est mis sur l'édition Folio que c'est vraisemblablement le dernier, celui qui est sorti, je crois, il y a 2-3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, ce vraisemblablement? Ça veut dire que je vieillis. Il n'y en aura plus? Ça veut dire que... Non, mais j'ai plus matériellement le temps d'en faire. C'est pas une envie, c'est pas le manque d'envie, je veux dire. Ben non, c'est toujours 2, 3 ou 5 ans. Et je ne les ai plus devant moi. Enfin, si, mais... Ne me non, rends pas quoi. responsable de... Il y a un autre livre, enfin il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a un qui est passionnant, qui est sorti, qui est le dernier livre sorti, celui dont tu parlais, le roman des regards. On a la chance de l'avoir, il n'est pas encore sorti. Il est là que pour Alençon et vous pouvez le retrouver sur l'étape du passage. Il sortira, je crois, là, dans 10 jours. Mais le dernier à être publié, c'est Mon assassin, publié chez Gallimard, et qui est un livre passionnant puisque tu y racontes, ouvre ton atelier en quelque sorte, tes secrets de création que tu partages en tous les cas avec les lecteurs et les lectrices. Et tu racontes notamment la fin de l'écriture du cas Malocène. Et tu dis qu'après le tome 1, eh ben, aucune idée de ce qui va se passer après, alors qu'on pourrait imaginer qu'il y a un fil qui est dans ta tête et qui quelque part, il n'y a plus qu'à. Et tu as cette formule à propos de Pépère, qui s'empare du roman d'entrée de jeu. C'est un coup d'état littéraire de la part de Pépère. Est-ce que l'initiative revient réellement au personnage? Comment ça se passe? Mais là, c'est encore... oui. C'est encore des interactions entre l'extérieur... j'ai de nombreux... Enfin, ma femme et moi avons de nombreux enfants adoptants. C'est-à-dire qui nous ont adoptés comme parents au fil des 45 dernières années. Et l'âge venant, le fils d'un de ces crétins s'est mis à m'appeler Pépère. Tu vois, parce que c'est concret pour les gosses. Hein. Pépère, bon, il arrive, par exemple, il a une bronchite, c'est Pépère, bon. Et je me dis, et puis revenant, du coup, ils sont tous mis à m'appeler Pépère. Et je leur ai dit, moi, vous allez voir, d'accord, ok, Pépère, d'accord. Je vais vous en faire un Pépère, moi. Et j'ai créé l'abominable Pépère, qui est très, très, très méchant, effroyablement dangereux, alors qu'il n'est qu'un fils de bonne famille qui obéit à ses parents, d'une certaine façon. Mais ça, il faut le découvrir en lisant. En lisant les textes. Ouais. Ah oui, en lisant Mon assassin. Et dans Mon assassin, tu évoques aussi le gamin. Et le gamin, il était assis à ta place ici même il y a 2 ou 3 ans. Il y a 3 ans, je crois, pour le Festival du Livre. C'est Jean-Marie Laclaftine qui est à la fois qui était invité comme auteur, mais qui est à la fois ton ami et ton éditeur aussi chez Gallimard. Est-ce que tu peux nous dire un mot du gamin? Est-ce que tu peux nous dire? Je vais vous raconter comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans un festival comme ça, vous savez, où on place les auteurs derrière des grandes tables blanches avec quelques bouquins devant eux en attendant que des gens viennent se faire signer. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas un chat. Moi, j'étais là j'avais Petit Bonheur des Ogres, La Fée Carabine, puis à côté de moi, il y avait un gars que j'avais jamais vu de ma vie. Et puis, il y avait Philippe Solers, à gauche. Et devant Philippe Solers, 250 personnes qui attendaient de se faire signer un livre. Et parmi ces 250, il y a des tas de gens qui me regardaient méchamment. Moi, j'ai rien fait. Pourquoi est-ce qu'ils me regardent méchamment? Parce qu'un crétin d'ami, un autre, mes amis ne sont pas fréquentants, avait enlevé mon étiquette et avait marqué l'anti-Solers. Alors les gens attendaient devant Solers sans regarder l'anti-Solers. Et il y avait une lettre. J'ouvre la lettre, et j'ouvre la lettre, et là, elle disait « Monsieur ».
Je vous hais. Outre que ma femme ne jure que par vos 2 misérables romans, c'était Au bonheur des ogres et La fée Carabine, les amis de ma femme, sur lesquels je pourrais éventuellement me rabattre, en font autant. C'est vous dire l'ampleur de ma détestation. Si vous voulez en savoir davantage, tournez votre tête d'un quart sur votre droite. Je suis votre voisin. Alors je le regarde, un gars paisible, à moustache comme ça, et je le regarde, je lui dis « gamin, va ». Et il y est resté pendant 40 ans, le gamin, et c'est son éditeur. Et nous sommes, et chacun de nous, le gamin et moi, échangeons depuis 40 ans maintenant nos manuscrits. Chacun est le premier lecteur de l'autre. Et quand Jean-Marie, le gamin, coupe des pages dans mes manuscrits sous prétexte qu'il les trouve trop longs, j'ai dit, moi j'accepte de les couper à condition que tu les rajoutes dans les tiens, qui sont trop courts. C'est le deal, c'est le gagnant-gagnant. C'est essentiellement des coupes que propose Jean-Marie dans tes textes, justement. En quoi ça consiste, son travail d'éditeur, et en quoi c'est important aussi d'avoir ce compagnonnage, en fait, qui dure depuis des années avec toi. C'est intéressant d'avoir des amis en qui on a une confiance absolue et qui ont un regard technique. Le Malocène avait des crises de lyrisme. Et les crises de lyrisme sont des pages. Et elles peuvent casser le rythme du récit dans un roman populaire. Parce que c'est avant tout de la littérature populaire qui raconte des histoires avec des péripéties. C'est très modeste. Le parti pris esthétique des Malocènes. Et le gamin me dit là, surtout la petite marchande de Proust, dit là, tu devrais couper. Non. Mais c'est arrivé assez rarement, mais c'est surtout des coupes. Et d'ailleurs, là aussi, pour tous les apprentis écrivains, ne sous-estimez pas le délice de vous couper. C'est délicieux. On le fait la mort dans l'âme, et puis le lendemain matin, ou 10 jours après, on s'aperçoit qu'on a eu raison, que le texte plus léger et plus harmonieux, il faut beaucoup, beaucoup se couper. Tu évoquais Garcia Marquez, dans mes souvenirs, il dit que le bon écrivain se reconnaît à sa poubelle et à ce qu'il est capable de jeter à la poubelle. On n'a pas eu le temps encore de parler de tes textes pour la jeunesse, on a parlé de ton rapport à l'enfance et aux enfants, mais pas encore des livres qui ont marqué des générations de lecteurs et de lectrices. Je pense en particulier à Cabocaboche et à L'œil du loup. Est-ce que tu peux nous parler du pourquoi écrire pour la jeunesse à ce moment-là, où c'était pas quelque chose de... Je revenais du Brésil et j'avais écrit un très gros roman que j'ai foutu en l'air, je l'ai détruit, parce qu'il était très théorique. Il était très intelligent. Tu vois, c'était un roman intelligent. Je pouvais en être extrêmement fier conceptuellement. Et du coup, il a été détruit sans pitié. Je l'ai foutu en l'air. Parce que ce n'est pas la finalité j'imitais ce que j'aimais en littérature. Mais tu peux imiter Proust, tu peux imiter Bernanos, tu peux imiter qui tu veux. Tu ne feras jamais que imiter. Et en l'occurrence, c'était très conceptuel, mauvais quoi, mais très intelligent. Donc détruit. Et là, j'ai décidé au contraire de m'en tenir au récit. Et pour m'en tenir au récit, je vais raconter des histoires aux enfants. Parce que les enfants, dès que tu sors de l'histoire, ils s'ennuient parce qu'ils se sont attachés au petit personnage qu'ils suivaient. Et puis tout d'un coup, ils ne le voient plus, mais où il est passé. Et donc, j'ai fait d'abord Cabocaboche, que l'éditrice avait absolument adoré, et L'œil du loup, qu'elle a totalement détesté. Elle s'appelait Isabelle Jean. C'était une femme merveilleuse qui était un caractère de cochon, qui était la fille de Jean Cassou et la nièce de Yankelevitch, donc d'un grand philosophe, un grand poète, grand romancier.
Et elle-même était éditrice. Et puis quand je lui ai donné L'œil du loup, elle m'a engueulé, elle m'a dit « Mais tu nous emmerdes, c'est un conte édifiant, tu fais la morale, etc. Je ne veux pas faire ça. » J'ai dit bah, « Écoute, si tu ne le publies pas, ne le publie pas, mais t'as tort parce que moi je l'aime beaucoup. Mais on s'en fout, c'est pas toi qui compte. » Elle l'a quand même édité. Et elle est devenue la reine Zabo. C'était le personnage. J'ai dit, mais toi, tu es en train je dis avec prétention, je dis, toi, tu es en train d'accéder à l'éternité. Parce que tu vas devenir la reine Zabo. Et alors, elle se marrait. Et quand j'écrivais des passages sur la reine Zabo, je venais les lui lire chez elle. On prenait un thé et je lui lisais les derniers chapitres sur la reine Zabo. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas complètement en tête, la reine Zabo, c'est la patronne des éditions du Talion dans les Malocènes. Et Benjamin, dont on parlait tout à l'heure, en bouc émissaire, est chargé notamment d'expliquer à tous les auteurs refusés pourquoi ils sont refusés et à jouer ce rôle de bouc émissaire. Mais c'est une des choses très intéressantes, notamment parmi d'autres dans Mon Assassin, c'est de voir aussi comment le réel, tes amis, tes connaissances, sont transformés en personnages et de quelle façon dans les livres que... Oui, on s'aperçoit que tous les Malocènes ne sont en fait qu'un seul roman d'autofiction. Tous les personnages sont des personnes vraies. D'une certaine façon. Il y a tes deux premiers éditeurs aussi à la série noire. Il y avait Robert Soula et Christian Mounier qui montent. Oui, mais ils étaient incroyablement romanesques. Quand j'ai déposé Au Bonheur des Ogres à la série noire, je frappe. D'abord, ma mère s'était cassée la cheville, donc je descends soigner ma pauvre maman et le bouquin est accepté. J'arrive 3 semaines après. Je frappe à la porte et il y avait Christian Mounier qui parlait comme ça. Il y a un trait. Alors j'entre. Qu'est-ce que c'est? Je dis Pénac, je suis Pénac, vous savez, Au Bonheur des Ogres. C'est vous. Eh ben, entrez donc puisque vous êtes là. Asseyez-vous, que vous voulez que je vous dise? Et là, je me dis, vous savez, pour un auteur, où il se barre tout de suite, où il se dit, je suis arrivé chez moi. Et vous savez que vous êtes complètement cinglé. Mais sérieux, vous allez le publier, mon bouquin, tel qu'il est, il n'y a rien à changer. Mais mon pauvre, c'est dans un tel état. On va le publier comme il est. Et voilà, là, vous vous dites, j'arrive à la maison, je n'en bouge plus. Et ça, j'ai jamais bougé. Et en plus, donc c'est chez Gallimard, dans la série noire, c'est dans la cave. Oui, la cave, la série noire est à la cave. Et c'est comme s'il y avait une architecture de valeur. La série noire est à la cave, la blanche est dans les étages, et la Pléiade est dans un hôtel particulier à côté. J'ai dit à Antoine Gallimard, si un jour tu publies du porno, tu creuseras sous la cave. Et d'ailleurs, les Malocènes sont passés ensuite de la série noire à la collection blanche. Ah oui, et j'ai été maudit par mes copains de la série noire. J'étais un social traître, un salaud. Mais en réalité, c'était pas du tout une promotion littéraire. C'est-à-dire que Soula m'avait dit, le directeur de la série noire m'avait dit 13 250. Je dis quoi, 13 250? C'est le nombre de bouquins que tu dois vendre. Je dis pourquoi je dois vendre 13 250? Parce que c'est la moyenne. Si tu dépasses, tu dégages. Je dis comment ça, je dégage? Mais tu vas en blanche. Et alors, effectivement, ils ont vendu 30 000 exemplaires et je suis parti en blanc parce que c'est plus cher. La collection poche, c'est une collection folio. La blanche, c'est une collection qui coûte plus cher et qui, par conséquent, rapporte davantage à son éditeur. Il n'y a rien de littéraire là-dedans, que du fric. Et mes copains m'ont fait un procès stalinien. J'étais le dernier des derniers. J'étais voué aux gémonies, social traître, alors que j'étais tout à fait innocent. Bah oui. Oui, c'est cette collection qu'on appelle la collection blanche, du coup, chez Gallimard. Qui est très jolie d'ailleurs. Ouais.
Je vois l'heure qui tourne. Je voudrais qu'on... Mais je te laisse boire de l'eau. En même temps, je parle un peu au sujet de ta bronchite, justement. Il y a un livre qui est très particulier aussi dans ton œuvre. Là, j'ai la version qui est la version illustrée par Manu Larsenet, qui a fait un travail magnifique. Et c'est comme vous voyez, un pavé. Il doit peser quoi, 2,7 kg, 3 kg, mais qui est un projet un peu fou, puisque tu tiens à travers ce livre le journal d'un homme, mais pas n'importe quel journal, c'est le journal de son corps. Et c'est le journal de son corps tenu par ce narrateur, cet homme, depuis ses 12 ans jusqu'à ses 87 ans, au moment où il va mourir. Et c'est fascinant, il parle de sa santé, de ses tripes, de ses dents, de tout. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce texte-là ? Bien, le sujet du texte, c'est le livre que j'avais détruit en revenant du Brésil, okay, traitait de ce thème-là, mais d'une façon abstraite. Et c'était insupportable. C'était absolument insupportable. Et puis tout d'un coup, un jour, je me suis dit, mais au fond, et si quelqu'un tenait le journal de son corps, au lieu de tenir un journal intime de ces journaux où on ne traite que de ces états d'âme, de nos états d'âme, c'est-à-dire de choses qui sont fluctuantes presque par nature. Donc le journal intime a ceci d'inutile qu'il sera contredit lui-même si on est sérieux la semaine d'après ou le mois d'après. Donc, et ça ne m'intéressait pas, ça ne m'a jamais intéressé d'écrire un journal. Mais quelqu'un qui tiendrait le journal de ce qui demeure, de ce qui disparaît, de ce qui n'est plus, le journal d'un corps qui évolue, et il commence à 12 ans, au moment où le cresson commence à pousser autour de la fontaine, où il y a les hormones, tous ces grands charivaris du corps, et il tiendrait le journal de ces transformations en mettant un point d'honneur à laisser l'affect complètement de côté, et le social aussi, complètement de côté, ce qui ne réussit pas tout à fait à faire. D'ailleurs, on sent qu'il a un métier, on sent qu'il préfère sa fille à son fils, on sent qu'il n'a pas tout à fait tort, que le fils est un crétin. Mais c'est ça, c'est un... Ouais, et aujourd'hui que je deviens vieux, j'ai l'intention de tenir le journal de mes oublis. Parce que c'est intéressant. Nous vivons, les vieux, on est sur une banquise qui s'effrite. Une banquise mnémonique qui s'effrite. On est comme un vieil ours avec... Merde, comment on dit ça déjà? Oh bon sang, j'ai oublié ce mot. Et c'est ta banquise qui s'effrite. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de tenir le journal un journal d'une mémoire déclinante, quoi. Ça serait intéressant. C'est à l'état d'idée ou c'est sur le métier d'ores et déjà? Oui, j'ai commencé un peu. J'ai commencé pas, mais alors évidemment, j'oublie de l'écrire. Oui. C'est du Raymond DeVos, presque. Je vais vous laisser le micro pour poser quelques questions si vous le souhaitez. Pas trop, parce qu'ensuite, il faut qu'on ait le temps aussi que vous puissiez rencontrer Daniel en signature dans l'autre salle. Juste avant, tu me disais aussi qu'il y a un texte dont tu voulais dire un mot, c'est celui-ci. C'est une préface que tu as écrite pour François Zega. Est-ce que tu peux nous dire un mot de... Magnifique, ça c'est magnifique. François Zega, Lettre à une noire. Dans les années 60, François Zega, antillaise, débarque à Marseille et à Marseille retrouve d'autres antillaises et d'autres antillais qui sont devenus gens de maison, des bonnes à tout faire pour gagner leur vie. C'est plutôt dans les années 80. Et cette fille qui est, je ne sais pas comment dire, l'intelligence même, l'espèce de la curiosité, l'intelligence, et aussi une espèce de bonté humaine, etc., s'aperçoit que ses copines et ses cousines sont assez maltraitées. Et elle décide de s'engager
comme domestique elle-même pour voir ce que c'est que la dame blanche patronnesse qui utilise les antillaises comme bonne à tout faire. Et elle entreprend, au fond, un travail de sociologue, sauf que, comme elle-même n'est pas riche, ne gagne pas sa vie, ben elle devient, elle aussi, femme de ménage et produit cette réflexion qu'elle écrit, elle écrit à une noire brésilienne qui était une femme emblématique de l'époque. Elle lui écrit pour lui raconter son aventure de femme de ménage, ce qui fait que c'est à la fois un livre tout à fait personnel qu'elle n'a demandé à... mais en même temps une vraie réflexion anthropologique, sociologique, à peine politique, mais très signifiante sur ce type de rapport qu'on installe quand dès qu'on a des domestiques. J'ai vécu 2 ans au Brésil et dans les journaux, les gens de la classe moyenne qui cherchaient des domestiques écrivaient cherchons empregada sem escola, c'est-à-dire des femmes de chambre, des employés, empregada sans école, c'est-à-dire qui ne savent ni lire ni écrire et qui n'ont pas l'intention d'apprendre à lire et à écrire, c'est-à-dire qui n'ont pas été scolarisés et ne le seront pas. Là où, évidemment, quand venaient nous, les Français qui avions un tout petit peu réfléchi sur ce rapport, la première des choses qu'on faisait, si une gamine venait bosser à la maison, on l'envoyait à l'école. L'après-midi, on envoyait elle, son frère, sa sœur, etc., à l'école. Ce n'était pas qu'on était plus vertueux, c'était que simplement on avait une expérience historique. Les petites filles des îles remplaçaient les Bretonnes. Les Bretonnes qui arrivaient jusque dans les années 60, les bécassines qui étaient employées étaient remplacées 20 ans plus tard par les gens des îles. Et parmi ces gens des îles, François Zega a décrit cette situation dans ce petit livre, Lettre à une Noire, qui est magnifique. Je vous invite à découvrir. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous souhaitent intervenir? Je vois déjà une main qui s'est levée et il y a un micro qui va circuler dans la salle. Oui, bonjour monsieur. J'aurais voulu savoir pour le titre Malocène, d'où est-ce qu'il vient? Ça, en doute, ça n'a rien à voir avec la ville de Malocène qui s'écrit avec un C, qui est du côté d'Avignon. Oui, mais vous avez un village qui s'écrit Malocène avec 2 S, qui est à côté de Nice. Et le nom ne vient d'ailleurs pas de ce village non plus, mais il vient de Malocena. Les Malocena, c'est une famille d'avocats italiens qui étaient les avocats de Garibaldi. Et quand Garibaldi a été fichu dehors et qu'ils sont tous arrivés à Nice, les Malocena étaient une famille connue. Et il y a une avenue Malocena à Nice. Et j'avais une copine qui s'appelait Malocena. Et j'avais trouvé que, en francisant le nom, en le faisant terminer par un E-muet, c'était très joli du point de vue de la sonorité. C'était de la sonorité. Très souvent, d'ailleurs, les noms des romans chez moi interviennent, c'est très souvent juste une raison sonore. Ça veut dire, vous avez un personnage, vous ne savez pas encore comment il va s'appeler, et puis il intervient dans une phrase à un moment donné entre 2 mots. Eh bien, dans cette phrase, entre ces 2 mots, il se trouve que du point de vue de la cadence et de la sonorité, vous avez besoin de 2 syllabes ou de 3 syllabes, que parmi ces 3 syllabes, vous avez besoin d'une syllabe accentuée, ou toc, et le mot va s'installer phonétiquement dans le texte.
J'ai un exemple précis. Il y a, dans les Malocènes, il y a deux inspecteurs qui s'appellent Titus et Silistri. Et Titus, c'était un copain à moi qui s'appelait Titus. Bon. Et je mets parmi des amis que je mets dans les livres, il y avait ce Titus, et il y en avait un autre qui avait un autre nom, et je voulais les faire travailler ensemble, parce que c'est deux caractères assez différents. Ça m'amusait dans la vie, leur différence m'amusait. Mais je n'avais pas le nom, le mot. Et un jour, avec ma femme, en nous promenant dans le sud-ouest de la France, on trouve le nom Silistri. C'est un marchand, d'un type qui fait des cognacs. Et je lui dis, Titus et Silistri, c'est beau, non? Titus et Silistri. Ben voilà, Silistri sera le nom du deuxième flic de ce duo. C'est phonétique. Ça, c'est un jeu assez rigolo, d'ailleurs. Vous jouez... on s'ennuie en voiture. Donc, avec ma femme, depuis 45 ans, qu'on roule. Et là, devant les villes, il dit, Alençon, monsieur et madame Alençon ont une fille, comment tu l'appelles? Et on joue ça. On joue à ça, ou un garçon. Merci. On l'appellerait comment d'ailleurs? Pénac l'appellerait comment? Salé. Quelqu'un a une proposition à faire? Monsieur et madame Alençon ont un garçon. Comment? Alexandre Alençon sur ma gauche une fois. Alexandre Alençon. Dites quelqu'un d'autre? Non. On va réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions de certaines ou certains qui voudraient réagir ou poser une question? Sinon, on s'en tient là. Je vois pas de main. J'ai l'impression d'être commissaire-priseur une fois, deux fois, trois fois. Bah, écoutez, merci à vous d'être là, d'être venu, et merci infiniment, Daniel Pénac, pour ce moment. Merci à vous. passionnant.